Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, c'est le 17e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans cette émission, Frédéric, Élise, Mehdi et moi-même, Julie, nous souhaitons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions et des engagements. Ce soir, nous recevons Jeanne Perrien, étudiante passionnée et engagée. Jeanne organise avec l'association étudiante Sciences Polémiques des concours d'éloquence, des formations en expression orale. Elle nous décrira également les motivations de sa lutte contre l'autocensure. Et enfin, elle nous dévoilera son prochain projet, un Think and Do Tank qui a pour objectif de rendre la politique plus attrayante et plus ouverte à tous. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Julie. La transmission est très importante pour toi, alors merci Jeanne d'être avec nous ce soir pour transmettre ton expérience. Nous allons voir pourquoi tu as choisi le milieu de l'éducation et de la culture pour ton engagement citoyen et pour tes études. Avant que notre discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct sur Radio Cause Commune ce mercredi 15 décembre 2025 et il est 22h. Vous nous écoutez sur 93.1 en FM ou en DAB+, en Ile-de-France ou partout dans le monde sur causecommune.fm. Ce soir, nous avons avec nous pour la réalisation de l'émission Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à vous, belle émission. N'hésitez pas à participer, à oser nous appeler, à intervenir en direct. Pour cela, notre téléphone est branché. Vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Ou alors, vous pouvez réagir sur le salon web de la radio. Alors pour ça, rendez-vous sur le site de la radio cause-commune.fm sur le bouton chat. Nous allons commencer l'émission par ton parcours, Jeanne, avant de parler plus en avant des projets qui te touchent. Tu as choisi le milieu de l'éducation et de la culture pour y réaliser ton parcours civique et académique. Tu vas nous préciser tout cela et nous donner aussi d'autres choix d'études. C'est un choix qui te permet de rester dans le domaine de ce que tu aimes et de ce qui t'anime, te motive et te plaît. On peut dire que c'est un chemin de traverse, que de pouvoir tous les jours dépenser son énergie sur un sujet et une cause que l'on aime. Alors pourquoi tu aimes le monde donc de la culture, le monde de l'art, et comment l'as-tu connu ? C'est pas une question évidente. J'ai toujours été confrontée en contact avec le monde de l'art. J'ai des parents très cinéphiles qui lisent beaucoup, qui vont beaucoup au musée. J'ai grandi à Paris. Et donc, ils m'ont transmis toutes ces passions plurielles, artistiques. Et je me souviens quand j'étais toute petite, j'avais 6-7 ans, et j'étais dans mon lit sous la couette en train de lire Harry Potter après l'extinction des feux. Donc l'art, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est pas entré à un moment particulier, il n'y a pas eu de déclic à proprement parler. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Et j'ai toujours su que je voulais être en contact avec. Je sais que dans mon master, parce que je fais un master de politique culturelle, on me répète beaucoup que l'art, ça change des vies. Et moi, ça a toujours fait partie de la mienne. Et donc, quand tu étais petite, tu dis que tes parents t'amenaient au musée. Bon, tu aimais lire, tu aimais le cinéma. Et donc, tes parents, ils t'ont fait découvrir la culture et l'art, mais toi, t'étais OK. Ils t'ont pas plus ou moins forcé à aller au musée, aller au théâtre. Les musées, à l'ouverture le dimanche matin, il y a des jours où j'avais pas forcément envie d'y aller. Okay. Mais je me souviens, une fois, j'étais allée voir une exposition Tintin au Petit Palais. C'était le dimanche matin, j'ai râlé en me levant, mais j'ai beaucoup aimé le moment que j'ai passé. Mais finalement, non, ça a toujours été très spontané chez moi, toutes ces pratiques, parce que c'était des pratiques qui étaient libres.
C'était tant que tu lis ce que tu veux. Et puis, l'art, quand il est bien fait, ça provoque de telles émotions que, en tout cas, pour moi, c'est addictif. Donc, c'était très... Ça m'est venu très facilement. Je sais pas s'il y a un caractère héréditaire ou que sais-je, mais ça m'est toujours venu facilement. Oui, tes parents t'ont quand même poussé à y aller, à te sortir de ton Harry Potter. Et donc, quand même... Donc ça t'a touché, c'est là que tu as pris plaisir, que tu as vu que ça t'ouvrait, que tu as pris plaisir à voir ces choses, qu'est-ce que ça te faisait, ça te faisait rêver, ça te faisait connaître d'autres choses. Puis quand on est jeune, je veux dire quand on est au primaire, c'est les histoires qui te faisaient rêver, de voir comment les autres peuvent, quelles aventures ils peuvent vivre. Oui, c'est ça, bien sûr. Et puis, c'est la curiosité. On connaît rien et on a envie de tout savoir. C'est l'âge du pourquoi. Pourquoi, comment ça fonctionne, comment ça marche. Mon frère, il est plus scientifique, donc lui, il avait des encyclopédies qu'il dévorait. Et moi, j'étais plus littéraire, donc j'allais ouvrir tous les bouquins sur lesquels je tombais. Enfin, pas tous, oui, forcément, mais la plupart. Je me souviens de la Bibliothèque Rose quand j'allais chez mes grands-parents, des BD, Astérix, Lucky Luke, tout ça. Et c'est pas grand-chose quand on commence, quand on est tout petit, mais c'est déjà ça et on prend une habitude et c'est des habitudes qui restent. Et donc toi, c'était plutôt la littérature, mais dans tes études, au lycée, au collège, on t'a pas trop poussé comme on peut pousser les jeunes à aller en filière maths ou on a senti que tu aimais la littérature, enfin les lettres, voilà. Plus et on t'a laissé faire ses choix. Oui, c'est sûr qu'après, mes professeurs s'en rendaient bien compte de dans quelle matière je prenais plus la parole et dans quelle matière je me faisais plus discrète. Je participais beaucoup moins en maths qu'en français ou en anglais ou que sais-je. Donc, c'est des choses qui me venaient plus spontanément. Et puis, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y a ce prestige qui est attaché aux matières scientifiques et au parcours scientifique. Donc, ça a été un petit peu des combats à mener avec mes parents quand il a fallu... Avec tes parents, oui. Quand j'ai voulu faire un bac littéraire, c'était pas envisageable. Et puis, il y a eu la réforme du bac avec les spécialités. Moi, j'étais la première année où on pouvait passer le bac en fonction des spécialités. Et ça a été des très longues négociations, mais heureusement, je sais argumenter. Et j'ai su obtenir le bac que je voulais. Donc, j'ai fait de la littérature et de la philosophie. Et j'ai fait de la géopolitique. Et au final, ça m'a permis de faire les études que j'avais envie de faire, d'entrer à Sciences Po assez facilement, finalement. Et je m'en sors très bien aujourd'hui avec un baccalauréat équivalent littéraire. Donc en fait, il y avait quand même une certaine pression sociale ou parentale, mais sociale, j'imagine, des filières de maths où il vaut mieux aller pour son avenir ou pour ses études. C'est sûr. Après, j'avais aussi l'option neutre avec plus d'économie. Oui. Mais c'est pas des matières qui me plaisaient. Oui. Et j'avais du mal à comprendre à l'époque pourquoi on me forcerait à faire des matières que j'aime pas quand je pouvais faire des matières qui me passionnaient. Donc, j'ai pas lâché le morceau. Mais c'est vrai que ma mère, par exemple, elle a fait une classe préparatoire littéraire, mais avant ça, elle a fait un baccalauréat scientifique. Okay. Parce que justement, c'était le prestige. Il fallait faire des maths. Et donc, en fait, pour toi, ce bac, ce nouveau façon de construire les matières du bac, enfin, d'un première en terminale, pour toi, c'était finalement bien parce que ça t'a permis d'argumenter pour dire les matières que tu voulais faire. Finalement, ça... C'est vrai que j'ai profité de la première année de la confusion totale et du baccalauréat un peu à la carte, finalement, pour tirer mon épingle du jeu. Moi, de mon expérience personnelle, j'ai beaucoup aimé le bac que j'ai fait. Et je pense que j'aurais pas pu faire le même bac s'il n'y avait pas eu la réforme. Après, c'est vrai que je sais que
j'ai eu la chance d'être dans un lycée à Paris qui proposait beaucoup de spécialités et qui proposait les spécialités que j'avais envie de faire. Ce qui, je sais, n'est pas toujours le cas dans tous les lycées de France. Donc, c'est vrai que personnellement, à mon échelle, de ce que je peux en dire, ça m'a été assez avantageux. Après, j'ai pas assez de recul, je pense, pour évaluer la pertinence sur le long terme. Oui, mais au moins sur le présent, le fait de passer ton bac, de ces années de lycée, c'est quand même le plus important. De comment tu les as passées, comment tu les as réussies, ce qu'elles t'ont apporté. Et donc, tu as donné des spécialités que d'ailleurs je ne connaissais pas. Tu peux les rappeler ? Alors, la première, c'était humanité, littérature et philosophie. Okay. Donc, j'avais 2 heures de français et 2 heures de philosophie par semaine. Et la seconde, alors c'est un nom très long, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. D'accord. Et ça, c'est dans tous les lycées ? Généralement, celle-ci, oui. D'accord. Parce que c'est de l'histoire-géographie, donc elle est assez répandue. Celle de littérature et de philosophie, elle est aussi plutôt répandue. Il y en a d'autres qui sont un peu plus niches, surtout dans les filières artistiques. J'ai un de mes meilleurs amis qui a fait une spécialité de musique. Je sais aussi qu'il y a des spécialités arts plastiques, des spécialités beaucoup plus petites avec des effectifs beaucoup plus réduits, qui ne sont pas du tout systématisés. Ok. Voilà. Ok, et donc au lycée, déjà il y avait le grand oral, c'est ça, au bac ? Voilà. Au lycée déjà, donc est-ce que tu aimais donc apparemment tu aimais beaucoup lire, j'imagine que tu aimais beaucoup écrire, ou faire les mots, on va dire, puisqu'en plus tu as fait de la philosophie, des sciences humaines. Et donc tu avais déjà découvert un peu le talent oratoire, ou tu l'as découvert plus tard ? Alors, je pratiquais les arts vivants parce que j'ai fait du théâtre de la 6e à la terminale. Donc à l'école ? À l'école, oui. Dans mon collège-lycée, il y avait, ce qui est absolument génial, une association culturelle. Donc, chaque année, on avait toute une programmation, toute une saison culturelle avec et du théâtre et de la comédie musicale. Et il y avait un spectacle par promotion, c'est-à-dire le théâtre des 6e, le théâtre des 5e, la pièce de théâtre des 4e, etc., la comédie musicale équivalente. Ce qui m'a permis d'avoir cette pratique très régulière tout au long de ma scolarité secondaire. Et j'écrivais aussi un petit peu, j'ai toujours aimé écrire. J'ai testé beaucoup de choses, j'ai pas beaucoup fini ce que j'avais commencé. Mais j'essayais. Et donc, on va voir plus tard que déjà, même, tu es jeune étudiante, mais tu aimes transmettre, et tu as déjà eu des expériences de transmission. Et le fait donc, que tu fasses à l'école, je veux dire, des activités extrascolaires comme le théâtre ou ces spectacles, comédie musicale, tu t'es rendu compte que c'était important de faire ce genre de discipline dans la construction de son intelligence, de la construction de son caractère, de son ouverture, de comment on va acter dans le monde plus tard ? En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidée. Le fait de faire partie d'une troupe de théâtre, c'est une expérience qui a été extrêmement formatrice pour moi. Ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, de trouver ma place dans un groupe, d'interagir tout simplement avec l'autre. Ce qui n'est pas forcément évident quand on a 13 ans et qu'on doute de tout. L'adolescence, c'est pas forcément toujours les moments les plus faciles à vivre. Et le théâtre, c'est une pratique qui m'a aidée à traverser ça. Et c'était ma dose de bonheur hebdomadaire, quoi. Donc, ça m'a été extrêmement précieux. Et donc, comme tu dis, quand même, t'es pas arrivé comme ça, on y va tout facilement. T'avais un petit peu peur, ou je sais pas, enfin, quand on a 13 ans, on n'aime peut-être pas trop se montrer, je sais pas, est-ce que c'était un challenge pour toi? C'était un dépassement de soi? Au contraire, c'était la seule chose qui me venait facilement. Ok. Quand j'étais sur une scène, c'était la seule chose où j'avais plus de doute, j'avais confiance en moi, je savais ce qu'il fallait que je fasse, je connaissais mon texte, j'étais dans mon personnage. C'était justement l'occasion de sortir aussi de moi-même. C'est une expérience très belle à vivre que d'incarner quelqu'un d'autre.
C'est en tout cas quelque chose que j'ai adoré. J'ai vécu de très très beaux moments sur scène. Donc voilà, j'ai toujours aimé me donner en représentation. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très positif, ou en tout cas une qualité. Mais c'est vrai que j'ai plein d'anecdotes que mes grands-parents me racontent de moi à l'aquarium qui, à 3 ans, fait la visite guidée aux inconnus parce que j'aime bien parler, faire du bruit, agiter les bras. Ok, donc t'étais dans ton élément en fait. J'étais dans mon élément. Donc c'était fait pour toi. C'est ça. Donc tu as eu de la chance finalement que les écoles où tu as été organisent. Il y a quand même pas mal d'écoles qui organisent des choses comme ça. J'en entends dans mon entourage. Et donc oui, on voit que c'est super pour le développement personnel, quoi. En plus, voilà, pour être plus à l'aise et puis après être bien étudié, voilà, bien profiter des cours. Et donc tu étais quand même quelqu'un qui aimait la scène. Alors, tu dis que tu aimais te donner un spectacle, on va dire peut-être pour les jeunes. Mais je pense que les gens qui font la scène, moi-même, je fais de la scène et je vais dire, c'est kiffant quand même. C'est un beau moment de bonheur. Je connais des gens qui ont répété 3 jours d'affilée, qui ont mal aux jambes, qui font de l'instrument, qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués. Mais quand ils vont sur scène, voilà, c'est la récompense. C'est un tel moment de bonheur, enfin, je ne veux pas dire de bonheur, mais de joie, ou je sais pas. Il y a un côté très grisant, il y a une forme d'euphorie, et quand on est sur scène, avec un public devant nous qui nous regarde, qui est dans l'expectative, et nous, on est là, et on parle, on chante, on fait de la musique, on danse, que sais-je. C'est des sensations qu'on a nulle part ailleurs, ou en tout cas que moi, j'ai trouvé nulle part ailleurs. Et c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, comme tu dis que tu étais dans ton élément, on le transmet en fait aux spectateurs aussi. On est là, sur scène, on montre ce qu'on aime vraiment et le spectateur le capte. Il y a un lien assez incroyable qui se crée entre le comédien et le public, qui est d'ailleurs pas le même que le lien qui se crée entre l'oratrice que j'ai pu être et l'auditoire. Je pense qu'on en reviendra peut-être un peu plus tard. C'est intéressant, oui. Mais c'est pas la même chose, parce quand on fait de l'éloquence, on est nous-mêmes, on présente nos propres mots, le discours qu'on a écrit, qu'on a produit. Et quand on fait du théâtre, on est quelqu'un d'autre, on présente un personnage. Moi, j'ai pas joué dans beaucoup de productions très modernes, donc il y a cette idée de quatrième mur qui est jamais vraiment complètement brisée, ou en tout cas très, très partiellement. Donc il y a une distance qui est pas la même avec le public, et malgré tout, il y a une émotion, il y a une atmosphère qui se crée d'un côté et de l'autre de la scène, qui est quelque chose d'assez magique. Je connaissais pas cette expression quatrième mur. C'est ça, c'est ce que tu as dit ? C'est ça, oui. C'est ça. C'est l'espèce de mur invisible qu'il y a entre les comédiens et le public. C'est aussi un terme qui est employé en cinéma. D'accord. Parfois, quand il y a en théâtre, en tout cas, quand il y a des apartés, quand il y a un personnage qui s'approche du bord de la scène pour s'adresser directement au public, on dit qu'on brise le quatrième mur. Ok. Voilà. Donc, voilà, tu finis le lycée. Donc, tu avais déjà quand même découvert ce qui te plaisait, ce que tu aimais, autant à la maison, avec les livres, avec le cinéma. Tu as vu que ça t'ouvrait, que tu rencontrais d'autres personnes, que tu allais... c'est comme si tu allais vers l'ailleurs. Ça te permettait de... C'est ça, de m'évader au final, de découvrir... une multitude de choses auxquelles j'ai pas accès, moi qui au final sortais très peu de Paris, dans lesquelles je vivais, j'étudiais. Je suis sortie de Paris à 17 ans. Okay. Donc j'ai passé en fait 17 ans à Paris à faire... Paris est sublime et il y a une multitude et une infinité de choses à faire à Paris, mais ça reste que Paris, que la France. Et c'est vrai que le cinéma notamment, ça a été l'occasion de découvrir des cultures... extrêmement lointaine et pourtant fascinante. Le cinéma japonais, par exemple. J'ai vu quelques films. Voilà, donc c'est un exemple comme un autre de choses auxquelles j'ai
plus difficilement accès. Et finalement, j'ouvre un ordinateur, je mets un DVD dans mon lecteur et je suis ailleurs. Et tu écoutes en VO ? Oui. Ah. C'est une habitude qu'on a dans la famille. Oui. La VF est proscrite. C'est hors de question. C'est VO, VO, VO et les sous-titres. C'est vrai qu'on est encore plus submergé finalement en VO. Oui, et puis c'est pas la même expérience. J'ai l'impression qu'on voit pas les mêmes films. Enfin, il y a des films que j'ai vus en version française et en version originale, et la voix des acteurs, ça fait partie intégrante de leur travail et de leurs compétences et de leur génie aussi. Et c'est quelque chose forcément qu'on rate quand on a des voix en préenregistrées. Donc. La voix est finalement très importante. Exactement. Autant à la radio que dans l'éloquence. Partout, tout le temps. Partout, au cinéma. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe après le bac ? Après le bac, je vais à Sciences Po. Sciences Po Paris, mais sur un des campus délocalisés de Reims. Okay. Le système est un peu complexe parce qu'il y a les IEP, il y a Sciences Po Paris, il y a les campus délocalisés. Moi, je vais sur le campus de Reims. J'étais pas prête à partir de chez moi, à partir de chez mes parents. Et au final, j'ai passé 2 ans du coup sur ce campus. Et là, c'était la prise d'indépendance la plus totale. Oui. Là encore, des découvertes chaque jour en permanence. Et j'ai découvert l'éloquence, j'ai découvert le monde associatif, j'ai découvert l'engagement. Et je me suis rendu compte que c'était ça que j'avais envie de faire de ma vie. Que la transmission, c'est une notion qui est très, très, très importante pour moi. On a déjà eu l'occasion de le mentionner. C'est une idée que j'avais pas du tout au lycée. Quand j'ai fait mes écrits de motivation pour Sciences Po, je voulais faire du journalisme, du journalisme culturel. D'ailleurs, la culture n'est jamais bien loin. Je voulais faire des critiques... de films, de livres. Je me disais, mais c'est génial, si j'arrive à être payée pour aller au cinéma, ce serait incroyable. Et puis, je suis arrivée à Sciences Po et j'ai pris un cours sur écrire une critique littéraire. Et j'aime beaucoup mon professeur, c'est pas la question, mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. J'avais pas envie d'être toute seule dans mon bureau ou chez moi à voir personne et à écrire dans mon coin. J'avais besoin de contact, j'avais besoin d'échanges. Et du coup, je me suis redirigée. Ça a pris du temps de comprendre exactement ce que c'était que j'avais envie de faire. Je suis toujours en pleine réflexion. Mais je progresse. Voilà. C'est vrai que tu as mentionné le cinéma japonais, c'est ça ce que tu as dit ? Oui, entre autres. Voilà. Mais les livres, enfin, ça t'évadait, ça te faisait vivre d'autres vies et c'est ça qui t'intéressait plutôt que tu dis rester enfermé. Donc, c'est vrai que quand on aime des choses, mais on ne sait pas exactement comment ça se passe plus tard, parce qu'on est jeune, voilà, les études, c'est un peu abstrait, et donc on se lance dans la critique littéraire, puisque on aime la littérature, ça semble un chemin normal, et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'attrait de la littérature qui est important, il y a aussi comment nous on est, quelle personnalité on a, qui est important dans les études, et du coup, finalement, j'imagine que tu rentrais à Sciences Po, que c'est une école plurielle où il y a beaucoup de disciplines, et grâce à ça, peut-être, tu as pu voir d'autres choses que la matière que tu avais choisie. Et d'ailleurs, tu dis que tu as découvert à Sciences Po l'engagement, voilà. Et alors, du coup, comment tu l'as découvert, enfin, qu'est-ce qui, à Sciences Po, a fait faire que tu as découvert autre chose ? Il y a eu plusieurs choses. Sur les campus de Sciences Po, sur tous les campus de Sciences Po, mais surtout sur tous les campus délocalisés, donc autres que Paris, il y a un accent très fort qui est mis sur la vie associative. C'est très courant pour les étudiants de faire partie de 1, 2, 3, voire plus d'associations. Je crois que moi, au plus fort, j'en avais 5. Donc, c'était vraiment beaucoup. Vraiment très... C'est ça. Oui. Parce que
justement, les années à Reims, elles n'ont pas été toujours très simples. Ça a aussi été des années de désillusion assez fortes. Parce que, justement, j'étais arrivée avec un plan. Oui. J'étais arrivée, j'avais ma vie toute tracée. Je savais exactement ce que je voulais faire. Et puis, je me suis rendu compte que, assez rapidement d'ailleurs, que je m'étais complètement trompée. Ouais. Les cours de première année de Sciences Po, certes, ils sont très variés. C'est des disciplines très différentes. Ça va être du droit constitutionnel, de la sociologie, de l'histoire, de l'économie, enfin, plein de disciplines très différentes qui, je m'en suis rendu compte, ne m'intéressaient pas tant que ça. J'ai eu du mal à prendre plaisir à aller en cours, ce qui était très difficile pour moi parce que ça avait toujours été le cas dans ma scolarité. Et de manière générale, je suis une personne qui agit beaucoup en fonction de ce qui me passionne. J'ai cette espèce d'idéal duquel j'arrive pas à m'en défaire. Je sais pas s'il faut s'en défaire, mais je veux faire des choses qui me passionnent tout le temps. C'est ce que je recherche, c'est ce qui me motive. Et c'est pour ça que je suis allée à Sciences Po. Sciences Po, c'était mon rêve. Mais je me suis rendu compte à Sciences Po que les cours ne correspondaient pas à ce rêve et que, en me redirigeant vers la vie associative, là, je trouvais des choses qui me faisaient sortir du lit le matin. Et j'ai découvert l'éloquence très, très, très rapidement. Dans la semaine où je suis arrivée à Sciences Po, j'ai découvert l'éloquence. C'est un autre type d'art vivant, d'art oratoire que le théâtre. Tout aussi fascinant. Ça m'a beaucoup ouvert aux autres aussi. J'ai fait de très, très belles rencontres, que ce soit dans cette association ou dans d'autres. Et c'était aussi des prises de responsabilité parce que quand sur le campus, on n'a que des premières ou des deuxièmes années et qu'il y a une vie associative aussi riche à mener, à organiser, la première année, on découvre, on touche un peu à tout, on fait un maximum de choses. En deuxième année, on a des responsabilités dans des associations. Des responsabilités. Oui, dès la deuxième année, il faut trouver un président, un secrétaire général, le trésorier, tout ça. Moi, j'étais en deuxième année responsable du pôle formation de sciences polémiques. Et c'est à ce moment-là, donc pôle formation dont je faisais aussi partie en première année. Et c'est là où j'ai compris que c'était ça qui me fascinait le plus. Que l'éloquence, c'était pas seulement faire des beaux discours devant des gens qui applaudissent fort, c'était aussi permettre à tout le monde de trouver sa voix. Parce que moi-même, j'ai trouvé ma voix. Au lycée, j'avais la socialisation, la sociabilité n'était pas quelque chose qui était très évident pour moi. Et le fait de faire de l'éloquence, ça m'a forcé à développer ça. Le fait de devoir discourir devant beaucoup de gens, ça m'a forcé à prendre la parole, à oser prendre la parole, y compris devant des gens de mon âge, ce que j'arrivais pas tant que ça à faire avant. Oui. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce que l'éloquence a fait pour moi. Je veux que l'éloquence le fasse pour plein d'autres gens. D'où la formation, qui ne m'a pas quittée depuis, finalement. D'où la formation. Ah oui, ok. Formation, voilà. Et donc, Frédéric dit dans le salon, là, le chemin de traverse, que tu parles, que tu as dans ta tête un monde idéal. Ce que tu nous as dit, il dit, tu dis, tu sais pas si tu dois être comme ça, penser comme ça, et l'un qui te dit oui, qu'elle garde ça toujours, c'est l'essentiel. Ah, merci beaucoup. Je pense aussi. Merci, ça fait très plaisir d'entendre ça. Je propose parce qu'il est déjà presque 10h30, qu'on fasse une petite alors je ne trouve pas mes mots, pause musicale, et donc on va un peu plus expliquer qu'est-ce que c'est l'éloquence après, et donc ces associations qui t'ont finalement fait découvrir ton chemin, qui était un peu la désillusion, voilà, ce que tu as vécu. Voilà. Alors, donc on a discuté, voilà, j'ai mes petits papiers. Donc nous allons donc écouter une musique que tu as choisie, Jeanne, qui s'appelle Paris, Texas de Lana Del Rey. As-tu un mot pourquoi tu as choisi cette musique ? Déjà parce que c'est une artiste que j'admire énormément, que j'écoute en boucle. Et puis cette musique, elle m'aide à me calmer, à me reposer et à me déconnecter. Je trouve que c'est une musique sur laquelle on peut rêver. Ok, donc déconnectons et rêvons sur Paris, Texas de Lana Del Rey.
suitcase in my hand. I had to leave. Knew they wouldn't understand. When you know, you know. When you know, you know. It's time to go. When you know, you know, then the more you know, it's time to go. I took a drink to Spain, just a notebook in my hand, and I went to see some friends of mine down in Florence, Alabama. When you know, you know. When you know, you know. It's time to go. When you know that it's time to leave, like the summer breeze. When everyone's star is bright, brighter than you are, it's time to go. And you're the only one left, dancing with it on the floor. Time to go. I flew back home. It seems everything the same, except that you weren't home. Hello, I called to no one, but when you're home, you're home. That is California. That is California. When you're alone. When you're right, you're right. When you're right, you're right. Even when you're wrong. Cause commune 93.1. Nous venons d'entendre Paris, Texas de Lana Del Rey. Vous écoutez l'émission Chemin de Traverse et je suis avec Jeanne Perrien. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46. N'hésitez pas à oser donc participer. Et sinon, vous pouvez aussi discuter avec nous en direct sur le salon de chat sur le site de causecommune.fm. Alors, j'ai été embarquée dans le démarrage de cette émission avec la présentation. Voilà, j'essaye de faire bien. J'ai pensé à autre chose. J'ai présenté le parcours de Jeanne et j'ai oublié un élément très important. Aujourd'hui, 15 janvier, c'est l'anniversaire de Jeanne. Voilà, elle a aujourd'hui 21 ans, donc bon anniversaire Jeanne. Merci beaucoup, je vieillis. Lentement mais sûrement. Donc tu passes ton anniversaire sur le studio de la radio en direct. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Ah, super, ça te fera un souvenir. Voilà. Et nous disions pendant la musique que pendant tout ce parcours, voilà, ton entrée à Sciences Po, les difficultés de choisir quelle matière on va étudier, quel fil d'études on va prendre, le fait d'aller à Reims, voilà, c'est pas facile, tu as vécu 17 ans à Paris, donc quand même que tes parents t'ont soutenu. Oui, voilà. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est vrai que je leur dis pas assez, mais j'ai beaucoup de chance de les avoir parce qu'ils ont toujours été là pour moi dans les moments difficiles, quand j'avais des états d'âme, quand je savais pas que faire, où aller. C'est vrai que je disais avec un peu d'humour quand même tout à l'heure que ça avait été une négociation difficile, oui. Mes spécialités du bac, mais au final pas tant que ça. Ils ont été très, très soutenants de moi et de mes choix. Et c'est vrai que j'aurais pas... S'ils m'avaient juste dit non, c'est hors de question, et j'aurais pas fait ce bac-là. Ouais.
finalement, je me plains pas. Bah après, c'est normal en tant que parent qu'on challenge parce qu'on va être sûr. Donc peut-être on provoque aussi un peu les choses pour aller au bout des choses, quoi. C'est aussi, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Mais au final, c'est grâce à eux aussi que je suis là. Mais c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est eux qui m'ont transmis l'amour de la littérature, du cinéma, de l'art de manière générale. Donc voilà. Oui. Donc, à Sciences Politiques, il y a donc des associations et donc vous avez des engagements civiques à faire, comme tu dis, et donc dans les associations, dès la 2e année, vous avez des responsabilités, c'est ça ? C'est ça. Et donc, dans une des associations qui s'appelle Sciences Polémiques, donc qui fait de l'art oratoire, des concours d'éloquence, des formations sur parler en public. Donc, tu as fait donc des concours d'éloquence. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est les concours d'éloquence ? Qu'est-ce que c'est l'éloquence ? Vaste question. C'est pas simple d'y répondre. Il y a beaucoup d'exercices différents qui sont englobés par l'appellation à oratoire éloquence. L'éloquence à la française que nous on pratique beaucoup en priorité à Sciences Polémiques, ça va être le concours d'éloquence. Donc là, on passe devant un jury pour faire un discours entre 3 à 6 minutes selon les formats. Parfois, il y a des réponses aux questions du jury juste après le discours. Ça peut être sur n'importe quel sujet, des questions un petit peu humoristiques, des citations, plein de choses différentes. Et chacun a son propre style de discours. Parfois, on se prend au sérieux, parfois beaucoup moins. Parfois, on fait des discours très engagés, parfois on fait des discours très poétiques, parfois on fait des discours très drôles, parfois on mélange un petit peu tout. Et c'est ça aussi qui fait la richesse et la beauté de tous nos événements. Et au-delà de tout ça, l'éloquence, c'est tout simplement savoir s'exprimer. Pas parce qu'il y a une meilleure façon de s'exprimer que d'autres, mais tout simplement parce qu'on peut être plus à l'aise à l'oral. Et c'est surtout ça sur quoi j'essaye de mettre l'accent dans les formations que j'ai pu animer ou faire animer. Ou c'est ça que j'essaye de transmettre en priorité, au-delà de l'exercice très rigide, au final, qui est le concours d'éloquence avec son discours, sa structure, ses différentes étapes. C'est surtout se sentir libre de pouvoir parler comme on veut et comme on aime. Et donc, c'est assez compétitif, puisqu'il y a déjà le mot concours. Est-ce que ça, tu l'as bien vécu ? Ça ne m'a pas mis des tensions ou des rivalités ? Ou est-ce que ça t'a porté plutôt ? Oui. Est-ce que ça t'a challengé ? Comment tu l'as vécu ? Des tensions, du stress, du trac, oui, bien sûr. Des rivalités, non. J'ai eu la chance d'en gagner quelques-uns. Il y en a qui sont forcément plus difficiles que d'autres. Moi, j'ai gagné un prix qui s'appelle le prix Richard Descoings, qui est celui de tous les étudiants de première et de deuxième année de Sciences Po Paris. Wow. Félicitations. Merci. C'était une aventure. J'ai de la chance. Le concours est tombé à un moment où mes grands-parents avaient des soucis de santé. Et du coup, j'étais dans une période d'émotions vives, avec beaucoup d'inspiration que j'ai su canaliser dans ce concours-là. Mais il n'y a pas de compétition. Enfin, c'est une compétition, mais il n'y a pas de coup bas ou de rivalité à proprement parler. En tout cas, j'en ai pas du tout fait l'expérience à Reims. Surtout parce que si on est dans la vie associative, si on est engagé à ce degré-là, c'est aussi parce qu'on l'aime et parce qu'on est entre amis aussi. Enfin, une association, c'est des gens qui aiment passer du temps ensemble, sinon on s'investirait pas autant. Et j'ai des gens qui m'ont coaché, qui m'ont appris à faire un discours d'aussi haut niveau. C'est pas un exercice simple du tout. Donc j'ai là encore beaucoup de reconnaissance pour ces personnes-là qui ont su m'accompagner dans tout ce processus. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. Entre vous. Entre nous. Ouais. Et puis aussi, on prend beaucoup de plaisir à écouter les autres discours. Enfin, moi, j'adore juste, même quand je participe pas, venir à nos concours et écouter les gens discourir, écouter ce qu'ils ont à proposer, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à transmettre. Et oui, les gens qui sont dans la salle, c'est des gens qui ont envie d'être là et qui prennent plaisir à être là. Donc au final, c'est une ambiance assez bienveillante.
Et on prend aussi plaisir à le faire. Bien sûr. Oui. Bah, sinon, j'en aurais pas fait autant. Oui. Et donc le prix, tu peux me rappeler le nom du prix ? Le prix Richard Descoings. Ok, donc Frédéric nous rappelle que c'est le nom de l'ancien directeur de Sciences Po, C'est ça. décédé il y a quelques années. C'est ça. C'est celui à qui on doit la création des campus délocalisés. Et D'accord. c'est pour ça que le prix porte son nom, parce qu'il met à l'honneur tous les différents campus de Sciences Po Paris. Oui. Voilà. Ok. Et donc tu dis que... Ah oui, est-ce que tu connais le film À voix haute, la force de la parole ? De nom, je ne l'ai jamais regardé. Tu peux nous en parler, Frédéric, ou... Alors, je peux pas en parler parce que moi non plus, je ne l'ai pas vu, mais en fait, Ah. c'est une auditrice qui pose la question, vu que, D'accord. en fait, à voix haute, c'est un concours qui s'appelle Eloquentia, donc des élèves de Seine-Saint-Denis. Voilà, donc c'est juste une auditrice qui, sur le salon, me pose la question, me demande si Jeanne avait vu ce film. Donc voilà, donc en tout cas, bon, tu as sans doute l'occasion de le voir. Mais vais noter. j'en avais vu un autre il y a quelques années avec Camélia Jordana, je crois. Mais il y a très longtemps, j'ai oublié. Le Brio, je crois. Voilà. Mais c'est pareil, un film sur une étudiante, une jeune femme qui vient de Créteil, d'un milieu assez défavorisé et qui réussit un super concours d'éloquence. Donc voilà. On va en revenir. Oui, donc tu disais que l'éloquence, c'est à la française, ce concours. C'est ça. Oui. C'est un concept qui est très français. Il n'y a pas ce D'accord. type d'exercice-là dans d'autres pays. Il y a beaucoup de débats dans les pays anglophones. Des débats parlementaires, surtout dans des universités comme Oxford, Cambridge, dans les grandes facs américaines, dans plein de pays anglophones. Donc il y a des types d'art oratoire très prestigieux ailleurs, mais le format même du discours, du concours d'éloquence, de cet exercice très court avec ensuite des réponses, des questions, tout ça, c'est quelque chose qui est très français. Et d'ailleurs, les avocats du barreau de Paris, les avocats de la conférence du barreau de Paris, pour en faire partie, ils doivent réussir un concours d'éloquence. Ah, d'accord. Et j'ai appris ça grâce à Sciences Po Polémique, et c'est quelque chose qui est oui, très spécifique à notre pays. Voilà. Alors donc pour en venir à Sciences Polémiques, donc Sciences Polémiques, c'est une association d'étudiants de Sciences Po qui était où tu as été dans cette association à Reims. C'est ça, elle est présente sur toutes les antennes du D'accord. campus de Sciences Po Paris. Et donc je l'ai réintégrée en master. Donc tu as passé 2 ans à Reims, les 2 premières années à Reims, C'est ça. et après tu es venu sur les campus de Paris. Alors non, Non. j'ai fait... Parce que après les 2 ans à Reims, pour obtenir ma licence qui se fait en 3 ans, D'accord. on est obligé à Sciences Po de partir une année à l'étranger. Ah, ça y Donc est. moi, je suis partie à Stockholm. D'accord. Voilà, j'ai passé 1 an en Suède, Ok. où j'ai dû mettre l'éloquence plus ou moins en pause. J'avais des amis qui de temps en temps m'appelaient pour que je les aide à écrire quelques discours, mais c'était très, très rare, très ponctuel. Et il faut croire que c'est très addictif, parce que la minute où j'ai posé le pied à Paris, je suis revenue à Sciences Po Polémique et je suis responsable du très très beau projet qui est le parcours civique libre. Le parcours civique libre, c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est un dispositif obligatoire de la scolarité à Sciences Po, de licence. C'est-à-dire que tous les étudiants de première et de deuxième année à Sciences Po doivent avoir un engagement citoyen dans la cause de leur choix. Et nous, à Sciences Po Polémique, donc ça c'est mon travail, c'est ce que je fais au quotidien cette année, on va mettre en avant des causes comme l'égalité des chances, la lutte contre l'autocensure, la libération de la prise de parole, toutes ces thématiques-là, et on va avoir des partenariats les plus vastes et divers possibles. Et on va envoyer des étudiants formés, des publics qui en ont le plus besoin à la prise de parole. Ok. Donc ça, c'est dans Sciences Polémiques. Ça, c'est dans Sciences Polémiques. C'est une D'accord. branche de Sciences Polémiques Ok. dont je suis responsable et dont Oui. je m'occupe. Voilà, c'est ce que je fais au sein de Sciences Polémiques. Aujourd'hui, je fais plus de concours, D'accord. mais je reste dans cette spécificité des formations de Sciences Polémiques.
Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Exactement. Voilà. Voilà, à Connexio. À Connexio. Donc Connexio, c'est une école où moi-même je suis formatrice et donc c'est une promotion, un cours qui dure 2 mois et demi pour des jeunes plutôt en décrochage scolaire ou qui viennent d'arriver en France, des réfugiés. Et donc ils ont eu, grâce à Sciences Polémiques, toutes les semaines, c'est ça, des cours de prise de parole. C'est ça. C'est des publics en insertion, réinsertion professionnelle. Donc ils ont, y compris grâce à cette fois, tous des cours, plein de cours différents sur le domaine du numérique, qui est l'objet de la formation. Et Arthur, que je salue s'il nous écoute, Oui. avec qui je suis très régulièrement en contact, nous a approché sur ce polémique, y compris l'année dernière quand je n'y étais pas encore, pour animer tout un panel de soft skills, c'est-à-dire toutes les compétences qui ne relèvent pas de l'apprentissage technique, théorique, mais plutôt de tout ce qui va être social, savoir s'exprimer, savoir être en relation avec les autres. Et nous, justement, on intervient là-dessus, à travers l'éloquence, pour, encore une fois, aider à la prise de parole. Et on a un super projet à la fin de chaque promotion qui est un tout petit concours d'éloquence avec le moins de pression possible parce que, encore une fois, le but c'est pas de mettre en compétition, c'est pas de créer de rivalité entre personnes, mais simplement de dire aux jeunes, vous êtes capables de faire de très belles choses et de les rendre fiers aussi de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils sont capables d'accomplir. Et c'est à l'occasion d'un de ces concours que justement on s'était rencontrés. Oui. Mais désolé, il se passe un truc là. Pardon. Donc on a Arthur qui s'est connecté sur le chat. Donc Arthur, quel plaisir. qui est responsable de la formation, Arthur Berthaud, qui est responsable de la formation à laquelle tu as donné des cours. C'est ça. Qui dit donc oui, qui nous écoute et qui dit merci pour ton travail si qualitatif au quotidien. Donc voilà. Donc moi, effectivement, donc j'ai pas assisté à ces cours, puisque moi j'étais formatrice. Donc par contre, j'avais la dizaine d'élèves assez régulièrement. Je leur donnais plusieurs cours dans la semaine. Et alors bon, les élèves, il y avait de tous les caractères, mais ils étaient quand même plutôt timides. Tu sentais pas qu'ils étaient super bons en expression. Mais il y avait quand même de la cohésion de groupe. On avait réussi à faire une bonne cohésion de groupe. Mais il y en a même certains, j'étais obligée de me mettre à côté d'eux pour les entendre parce qu'ils parlaient tellement timidement que j'entendais pas. Pourtant, il y avait 4 mètres entre lui et moi, mais je n'entendais pas ce qu'il me disait tellement il était timide. Oui, il n'y a pas que lui, certains élèves. Et donc, bon, voilà, moi, je savais pas tout le travail que vous faisiez. Et donc, il y a eu ce mini concours d'éloquence à la fin de la promotion, au bout de 2 mois et demi. Donc, je suis allée assister parce que, bon, quand j'ai entendu ça, de suite, je suis venue. Et donc, j'ai assisté au concours d'éloquence de ces élèves. Donc, il y avait 2 promos, celle de Paris, celle de Créteil. Et donc, je les ai vus sur scène faire leur discours. Et là, vraiment, j'ai été scotchée. Surprise de voir comment ils ont fait un super discours. Ils sont montés sur scène, ils ont fait un discours très argumenté, construit. On a rigolé, on a pleuré, on a découvert des choses, on les a écoutés. Il y avait de la scène, il y avait du mini-théâtre. Enfin, moi, j'ai été bluffée, vraiment, de votre travail, de ce que ces jeunes ont fait sur scène, alors qu'en cours, c'était... En cours, c'était c'était sympa les cours, mais je sentais quand même qu'il y avait de la timidité. Enfin, je me disais pas, ils vont aller sur scène demain, quoi. Et donc, oui, effectivement. Donc là, j'ai vu et puis alors, j'ai vu aussi. Donc, j'étais aperçu aussi les personnes de Sciences Polémiques qui étaient avec toi, les jeunes qui sont venus donner ces cours. Et vraiment, je vous ai vu comment vous parliez à ces jeunes, comment vous avez pris ça à cœur. Et en plus, c'est pas une université, c'est pas une école connue, c'est des jeunes qui ne sont pas scolairement très engagés dans des choses de prestige. Et moi, les concours d'éloquence, j'entendais ça dans les universités, vraiment genre Sorbonne et choses comme ça. Donc là, j'ai trouvé génial que vous veniez dans une école avec des élèves qui étaient plutôt en difficulté scolaire et les voir ce que vous avez
fait pendant ces cours et voir votre engagement. Et j'ai dit non, mais j'étais vraiment impressionnée par vos actions. Et là, j'ai dit non, mais Jeanne, il faut que vous veniez à Chemin de Traverse parler de tout ça parce que j'ai vu que c'était un vrai engagement Merci que vous avez beaucoup. donné. Ça me touche beaucoup et merci Arthur parce que c'est vrai que moi, au final, je ne suis qu'un petit rouage dans toute cette belle aventure qui est Connexion, mais tu mentionnais avec beaucoup de justesse les autres membres de Sciences Po Lémique. Moi, je suis venue exceptionnellement au concours pour voir aussi les jeunes et ce qu'ils avaient réussi à accomplir. Mais c'est pas moi qui vais les former toutes les semaines. Parfois, je dépanne. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner une dizaine d'étudiants de deuxième année à Sciences Po pour les envoyer former auprès des publics qui en ont besoin. Bien entendu qu'on va pas les former dans les lycées les plus prestigieux, ça n'aurait aucun intérêt de donner des cours aux élèves d'Henri IV, ils n'ont pas besoin de nous. Nous, ce qu'on veut transmettre, c'est pas seulement l'amour des beaux mots, c'est aussi le dépassement de soi. Et c'est ça qui fait que les concours d'éloquence à Connexion, ils ont autant de valeur. C'est qu'il y a une telle émotion dans le visage des jeunes quand ils se sentent capables et fiers d'eux-mêmes. C'est ça, en fait, la raison pour laquelle on le fait. Et je dis on parce que c'est pas moi. Moi, la majorité du temps, je suis sur mon ordinateur avec des documents Excel longs comme le bras et essayer de noter les heures que tout le monde fait. Mais c'est pas moi qui vais former les étudiants. Je l'ai fait quand j'étais à Reims. Je le fais occasionnellement quand je suis à Paris. Mais ce qu'on est capable de faire aussi à Sciences Po Lémique, c'est aussi grâce à l'équipe derrière moi de jeunes qui donnent de leur temps, quoi. Oui, je les ai vus très engagés. Ouais. Et je D'ailleurs, suis très 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 fière d'eux. Je leur dis jamais assez à quel point je les admire. Mais je les admire beaucoup. Et tu dis que les jeunes, en fait, moi, ce que j'ai vu, effectivement, ils avaient peur d'aller sur scène. Et ils y ont été, ils ont joué le jeu. Ils avaient le trac, ils avaient peur. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, hein. Mais après, donc, on a fait ils sont passés sur scène. Il y a eu un petit podium avec le premier, deuxième, troisième manière de faire un concours d'éloquence. Et après, on a bu un coca, tous ensemble. Et là, ils étaient heureux d'avoir accompli. Là, vraiment, j'ai dit, alors, ça valait le coup. Oui, ça valait le coup. Enfin, j'aurais bien aimé qu'ils appellent pour témoigner ce soir, mais en tout cas, j'étais là et j'ai vu sur leur visage qu'ils ont aimé se dépasser, ils étaient fiers, ils étaient contents. Enfin, voilà, vraiment, ça faisait très plaisir à voir. C'est vrai que c'est des souvenirs qui restent toujours gravés dans ma mémoire. J'ai vécu des moments comme ça à Reims. Oui. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je continue. C'est ça l'intérêt de tout ce que Sciences Po Lémique fait, quoi. C'est ça qui, moi, me passionne le plus. Et c'est vrai que ça fait toujours quelque chose de les voir arriver à faire autant de belles choses. Et c'est pas la question, c'est pas tant le temps qu'ils prennent à monter sur scène, c'est ils y vont et ils y arrivent. Et ils sont capables de tellement. Et ça donne des frissons. Rien qu'en en parlant, là, ça donne des frissons. Oui. Alors, on a des choses qui se passent sur le chat. Donc, on discute. Alors, je vais quand même m'y intéresser. Donc, il y a Arthur qui pose une question pour Jeanne. Si les jeunes devaient retenir uniquement 3 conseils afin de développer leur capacité à prendre la parole en public, quels seraient-ils pour toi? Donc, 3 conseils pour développer leur capacité à prendre la parole en public. C'est pas une question simple, mais je vais essayer. Le premier conseil, c'est très simple, c'est d'oser. Oser. Si on n'ose pas, on parle pas. Donc, c'est le plus important. Le deuxième, c'est de respirer. Respirer un grand coup. C'est pas toujours simple. Moi, c'est aussi stressant de venir ici pour moi, alors que, voilà, on pourrait se dire que, non, elle a l'habitude de parler. Non, c'est jamais simple, même pour ceux qui ont l'habitude. Donc, prendre un moment, prendre un silence, prendre 10 secondes pour poser sa respiration, c'est toujours très utile. Et garder en tête que si on parle, c'est parce qu'on a quelque chose d'intéressant à dire. Et normalement, s'il y a une personne en face de nous pour nous écouter, c'est qu'elle a envie d'être là. Et qu'il y a un intérêt à tout échange et il y a toujours des choses intéressantes à dire.
Donc voilà, dans le temps de pause, de respiration qu'on prend avant de s'exprimer, se dire qu'est-ce que j'ai envie de dire, se poser, réfléchir à ce qu'on a envie de transmettre à la personne en face de nous, et ça va aller. Mais oser, c'est vraiment le plus important. Oui. Voilà. Merci. Donc, d'ailleurs, je confirme, moi, un jour, j'ai osé venir à ce micro et c'était la première démarche, la première chose la plus importante. Après, l'apprentissage vient, l'amélioration, la respiration. Voilà. Mais c'est très bon conseil. Je vais respirer et penser à tout ce que les invités ont d'intéressant à dire. Et d'ailleurs, comme je dis, à transmettre l'expérience, c'est toujours très intéressant. Bon, alors là, dans le concours d'éloquence, on a un discours avec des idées, des émotions. Donc, merci. Donc, oser respirer et on a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Voilà. Et alors, je sais pas, on a aussi une auditrice qui s'appelle ma cousine et qui, elle, demande s'il est possible d'avoir à l'antenne une courte démonstration d'éloquence. Oula, en improvisation comme ça, mon Dieu. Je sais pas, si je prends 30 secondes, je peux peut-être retrouver un vieux discours que j'ai sur mon téléphone. Mais c'est vrai que l'éloquence, ça se prépare ? Ça se prépare. Alors... Donc, c'est le moment d'une pause musicale pour réfléchir à cela ? Peut-être, voilà. Oui, ça me rassurer, si alors, c'est possible. Donc, nous allons donc faire une pause musicale, choisie encore par Jade, et nous allons écouter The Diner de Billie Eilish. Donc, tu aimes bien cette musique ? Oui, c'est un album qui est sorti en 2024 et que j'ai écouté en boucle pendant des mois. C'est une artiste que j'adore et une musique qui donne la pêche, qui donne envie de danser. Alors, on se retrouve dans 3 minutes. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Stars in my dreams, the magazines, you're looking right at me. I'm here around the clock, I'm waiting on your block. But please don't call the cops, they'll make me stop. And I just wanna talk, that I could change your life. You could be my wife. Get into a fight, I'll say you're right, and you kiss me goodnight. I'm waiting on the corner till I saw the city leave. Was easy getting over and I landed on my feet. I came in through the kitchen looking for something to eat. I left a calling card so they would know that it was me. $250,000 bill. While I'm away, don't need no mail. Just bring this bill. Go back to the time. I'll write another letter. I hope you read it this time. Get better. The cops around the corner stopped me when I tried to leave. He told me I was crazy and he knocked me off my feet. He came in through the kitchen looking for something discreet. I left a calling card so they would know that it was me. I tried to find it all, but now I'm back up on my feet. I saw you in the car with someone exhausting close to sleep. If something happens to us, then bet that it was me. 310-807-39.
Cause commune 93.1. Nous venons d'entendre The Diner de Billie Eilish. Alors, vous écoutez l'émission Chemin de Traverse et donc je suis toujours avec Jeanne Perrien. Alors, n'hésitez pas à participer, à oser participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web chat, donc depuis causecommune.fm. Je reprends ma respiration. Et donc, nous avons quelques questions, mais alors nous allons commencer par la demande de ma cousine qui nous demandait une petite courte démonstration d'éloquence. Donc, Jeanne, est-ce que c'est possible ? C'est tout à fait possible. J'ai retrouvé le discours que j'ai écrit que je préfère, qui m'est le plus cher, que j'aime le mieux, que je n'ai pas pratiqué depuis 2022, donc ça commence à remonter. Le sujet est le suivant. Si tu connaissais les flammes qui brûlent en moi, que je tente de battre avec ma raison. Je vais essayer d'abréger parce qu'il est un peu long. Mais voilà, citation de Pouchkine. J'ai envie de vous parler d'amour. Pas des amourettes futiles, pas des pommes d'amour tellement sucrées qu'elles nous donnent envie de gerber. J'en ai plus cassé des Sandy Olson, Elle Evans, Regina George et Bridget Jones. Non, j'ai envie de vous parler du vrai amour, de l'amour interdit. Un amour qui se peint en 50 nuances de rouge, un amour si puissant, un désir si rougeoyant, une passion si brûlante que son feu chatoyant dépasse toutes les bornes et franchit toutes les limites. Ah, si tu connaissais les flammes qui brûlent en moi, que je tente de battre avec ma raison, mais nous voulons les connaître. Libère ta parole, brise l'omerta, déclare ta flamme, laisse ta passion se déchaîner. Que les flammes consument tout, qu'elles s'élèvent jusqu'aux cieux. Le paradis est pour les gens de raison, faisons monter l'enfer jusqu'à eux. Noyer le feu, c'est enrager les flammes. Enrager les flammes, c'est décupler les passions. Décupler les passions, c'est répandre le sang, réveiller les tragédies. C'est laisser le brasier exploser dans une apogée de violence. Si l'amour se trouve en enfer, je suivrai sans hésiter les traces de Perséphone. Et quand le poids des années courbera nos épaules, quand il ne nous restera plus que les vestiges de nos ardeurs passées, quand les charbons ardents de nos amours seront partis en fumée, quand les décennies de notre vie commune se seront égrenées, quand tu auras succombé à quelque mal abhorré, quand tu m'auras laissé, esselé, dans ce monde qui aura arrêté de tourner lorsque tu l'auras quitté, alors seulement je dirai à qui voudra bien m'écouter, j'ai envie de vous parler d'amour. Merci beaucoup, Voilà. Merci beaucoup Jeanne. Avec grand plaisir. C'est une version très très abrégée, mais il faut bien Oui. qu'on aborde tous les sujets. Donc, on a bien senti la voix, je ne sais pas comment on dit les mots, mais l'oraison, l'expression, l'émotion que tu voulais. Oui, c'était une démonstration vraiment. Merci beaucoup. Donc, nous avons un appel téléphonique d'un auditeur. Donc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis Julie. Oui, c'est moi, Awa. Ah, Awa. Bonsoir, Awa. Bonsoir, merci de nous rejoindre, quel plaisir. Alors, Awa, nous te connaissons ? Oui. Oui, parce que tu étais mon élève, l'élève qui a fait le mini-cours d'éloquence Oui, c'est ça. à l'école à Connexio, où tu as participé au programme. Elle a gagné le concours d'éloquence, donc Voilà. bravo, Awa. Bravo. Et oui, en plus. Donc tu as eu 2 heures de ces 2 heures par semaine, combien ? C'est ça. 2 heures par semaine, Oui, 2 heures plus par semaine, oui. plus le concours d'éloquence. Alors, quelles sont tes impressions sur le concours ? Bah, franchement, le concours, il était bien. Bon, c'était très stressant au début. Mais au final, ça s'est super bien passé. C'est plutôt bien organisé. Il y avait une bonne ambiance. Franchement, rien à dire. Tu as eu du soutien pendant le concours ? Du soutien, Oui. c'est-à-dire Est-ce que les autres t'ont porté, t'ont dit vas-y ? Est-ce qu'ils t'ont aidé à ne pas stresser ? Non, pas vraiment. Non ? Non, pas vraiment. Bon, mais non, chacun... Ben, tout le monde était un peu stressé, hein, je dirais. Oui, c'est vrai. Oui. En tout cas, je t'ai vu, moi, sur scène, et tu t'en es très bien sortie. D'ailleurs,
voilà, c'était difficile de vous départager après. Hein. Et donc tu sais que je suis avec Jeanne, qui a organisé ce concours. Oui, oui. Ok. Et est-ce que tu penses que donc tu as été faire ce concours, enfin tu es passé sur scène, tu avais construit un discours pendant les cours? Oui, c'est ça. Est-ce que ça t'a appris quelque chose sur toi-même? Est-ce que ça t'a libéré? Est-ce que tu t'es dit qu'il faut savoir, il faut prendre la parole, il faut oser? Alors oui, sachant que c'était la première fois que je fais ce genre de concours. Ça a été une plutôt grande surprise. Donc je me suis dit, après le concours, pourquoi pas en faire d'autres, davantage à l'avenir. Wow. Et aussi, ça pourrait être bien pour améliorer la prise de parole et la confiance en soi. Bah écoute, ça me fait extrêmement plaisir de t'entendre dire ça. Je transmettrai tout ça à tes coachs. Je suis sûre que Kenza et Gaïa, elles seront ravies de Ok, savoir. pas de souci. En tout cas, merci Awa d'avoir osé appeler pendant l'émission. Merci beaucoup. Pas de souci. Tu voulais nous dire autre chose? Non, c'est bon. J'ai rien d'autre à dire. Bon, merci Awa. Merci. Et un prochain concours d'éloquence alors avec toi. On a hâte. Pas de souci, je vous tiendrai au courant. Que de prise de parole ce soir. Donc il y a ma cousine sur le chat qui nous dit que bravo pour la démonstration d'éloquence avec. Merci pour la question. Oui. Je m'y attendais pas, mais c'était un plaisir de me replonger là-dedans. Et donc nous avons entendu Awa, donc qui a fait partie du concours d'éloquence, et c'est vrai qu'ils étaient tous stressés et vraiment ils ont, comme elle a dit, hein, ils ont vécu quelque chose, une surprise en fait. On s'attend pas à y arriver, peut-être même on se dit on va pas y arriver, et puis après ils y sont arrivés, ils étaient vraiment très contents. Et donc elle veut recommencer, et ça c'est génial. Ouais. Ça je m'attendais pas du tout, mais ça me fait vraiment énormément plaisir de l'entendre dire ça. C'est qu'on a réussi quelque chose. Tout à fait. Bravo. Merci. Alors, on a encore une autre question de Arthur, donc le responsable de la formation dont Awa était élève. Ou alors, quel est pour toi le rapport entre le rap et l'éloquence? Ne serait-ce pas un axe à creuser pour toucher la fibre littéraire des jeunes? Eh ben Arthur, tu me poses une colle. Je n'y avais jamais réfléchi. Jamais au rapport entre rap et éloquence. Je dirais que c'est une forme d'art oratoire ce sont deux formes d'art oratoire qui ont plus en commun que ce qu'on pourrait penser. Déjà parce qu'il y a énormément de codes dans l'une et dans l'autre. C'est des exercices que l'on reconnaît, que l'on sait identifier immédiatement, ce qui n'est pas forcément évident dans toutes les formes d'art oratoire. Et surtout, et c'est ça je pense qui est le plus important, c'est que malgré ces codes qui sont quand même à respecter pour appartenir à ces deux genres-là, il y a une liberté d'expression et de création qui est quasiment totale. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir d'un squelette de bases qui sont quand même à maîtriser, finalement, on en fait ce qu'on veut et chacun a sa propre patte, chacun crée avec ses propres sensibilités, ses propres thématiques, et c'est ça qui fait aussi la richesse de chacune de ces disciplines au final, je pense. Mais je sais pas, j'ai pas plus réfléchi que ça, à creuser en effet. Oui, en effet, à prendre en considération. Et du coup, ça fait penser à Frédéric sur le chat, le lien entre éloquence et répartie, qui sont finalement deux choses différentes. Mais très lié. C'est vrai que dans les concours d'éloquence, généralement, en tout cas comme on a l'habitude d'en faire à Sciences Po, à la fin du discours, il y a une séance de réponse aux questions où le jury essaye de nous cuisiner un petit peu. Et donc là, il faut de la répartie. Ok. Donc oui, la répartie fait partie intégrante
de l'éloquence et de l'art oratoire. Et du coup, c'est un entraînement pour avoir de la répartie. C'est un entraînement, Oui. mais c'est extrêmement difficile. Enfin, je veux dire, le discours, on a des heures et des heures, voire des jours avant pour le peaufiner, Ouais. travailler dans les moindres détails. La répartie, c'est sur le moment même, et ça m'est arrivé bien souvent, de très nombreuses fois, de rentrer chez moi le soir, et sous la douche. Zut, j'aurais dû dire ça. Ouais. Et non, c'est pas venu sur le moment. Oui. Mais avec le temps, on s'améliore. Alors, à propos peut-être du rap, de la musique, il y a ma cousine qui dit que sur Cause Commune, il y a une émission qui s'appelle Panam by Night. D'ailleurs, je crois qu'il est le vendredi, à 22h, il me semble. Panam by Mick, oui, peut-être. Ouais. C'est le vendredi à 22h, c'est ça, hein? Je sais pas si ma cousine parle de la même émission, parce que le vendredi, effectivement, à 22h, il y a Panam by Mike sur les musiques urbaines, et des fois, il y a des rappeurs et des rappeuses qui viennent faire des sons en direct, quoi, Oui. voilà. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai déjà assisté sur le plateau à ça, et c'est vrai que j'ai beaucoup. C'était impressionnant qu'ils étaient là en direct, et c'est vrai que c'était impressionnant. C'est très agréable à regarder. Bah, c'est sûr que vocalement, le rap, ça demande des compétences qui sont absolument impressionnantes. Enfin, la maîtrise de la voix, de la respiration, c'est époustouflant. Oui. Alors, peut-être on va parler du sujet d'un projet que tu as. Voilà. Parce que tu as découvert beaucoup de choses. Avec les associations, on n'a pas parlé de tout ce que je voulais qu'on parle, parce que tu as fait beaucoup de choses, là tu l'as pas dit, mais tu as fait dans d'autres associations où tu as accompagné d'autres jeunes sur des thématiques de la confiance en soi, en rapport avec parler en public, la confiance en soi. Tu as été dans des associations pour faire des actions, voilà, pour les aider. Bon, voilà, tu as fait beaucoup de choses. Et ce qui permet maintenant aussi de pouvoir, en sciences polémiques, gérer, voilà, ça. Donc, tu es en train de créer un projet qui est une initiative citoyenne non partisane. Ça veut dire non partisane, qu'il n'y a pas d'identité politique, voilà, de parti politique, définie, voilà, qui vous conduit, vous êtes libre. C'est un think and do tank. Alors, comment on prononce ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors, ce projet, ça s'appelle Forum. Nous sommes actuellement en train de le co-créer. On est 4, actuellement très investis dans le projet. L'idée ne me revient pas, mais je la soutiens depuis le début, et je prends énormément de plaisir à y participer et à suivre la création de cette belle aventure. Et alors, le Think and Do Tank, c'est parce qu'il faut bien se donner une étiquette. Alors, pourquoi pas celle-là? Et celle-là en particulier, elle nous plaît beaucoup parce que on part d'un constat qui est que aujourd'hui en France, il y a une crise de confiance dans la politique, dans les institutions démocratiques. Je pense que c'est un secret pour personne. Il suffit d'allumer la télé, la radio, que sais-je, d'ouvrir son téléphone, d'ouvrir à peu près n'importe quel réseau social, et on s'en rendra très rapidement compte. Et nous, on est des jeunes, on a la vingtaine, et on se dit que on n'a pas envie de rester sans rien faire. Et donc, on essaye de créer cette initiative citoyenne, participative, ouverte à tout le monde. Donc, si jamais il y a des auditeurs de tous les âges, de tous les horizons qui souhaitent nous rejoindre, faites-le. On a des réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Forum, c'est très simple, FORUM, vous nous trouvez très facilement. Donc voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre la politique plus attrayante, plus participative, plus inspirante, plus ludique, plus tout, pour essayer de retrouver un espoir que beaucoup perdent et qu'on regrette finalement. Et donc j'en viens, pardon, je parle beaucoup, je m'éloigne un petit peu, mais le Think and Do Tank, on entend beaucoup parler de think tank, qui sont des instituts de recherche en fait. Et nous, même si bien entendu la recherche est absolument fondamentale pour trouver des solutions
à tous les problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans le paysage politique, dans la vie des Français au quotidien, on part du principe que c'est pas suffisant. Que au-delà de faire de la recherche, il faut aussi agir. D'où l'addition du and do, donc et faire, penser et faire. Et voilà, c'est difficile pour moi d'en parler. J'en parle avec beaucoup de plaisir, bien évidemment, mais on en est à la phase créatrice. Donc, au final, c'est pas... Rien n'est défini. On accepte tous les retours, toutes les remarques, tous les engagements, tout ce que tout le monde a envie de nous apporter. On essaye de rester le plus ouvert possible pour justement que cette initiative, elle appartienne à tout le monde. Qu'elle ne nous appartienne pas à nous 4 qui faisons nos réunions régulièrement. C'est pas moi, simple Jeanne, quelle légitimité j'ai à représenter un quart d'une initiative qui a pour vocation de représenter les Français. Je ne représente pas un quart des Français. Donc au final, voilà, c'est l'idée. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui sont très inspirantes. Il y a beaucoup de promesses, beaucoup de choses à attendre, à espérer, à créer, à faire. Et on est en train d'essayer de déblayer tout ça, et on le fait avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volontarisme et beaucoup de joie. Donc, c'est là que tu te dis que c'est ce que tu as envie de faire, ce genre d'action. Tu disais tout à l'heure que tu es rentrée dans les études, que tu savais pas, que d'être dans ton coin, ça te plaisait pas, que tu voulais t'engager. Donc ça fait partie. En fait, est-ce que ça fait partie de ce qui te donne envie de donner de toi? Et j'ai beaucoup de mal à rester inactive au final. Là, je sais que Sciences Po nous donne des vacances assez longues. Je suis toujours en vacances, ça fait 1 mois, je commence à trouver le temps très long. Donc, tous les moyens que je peux trouver de m'engager, de faire des choses, je saisis toutes ces opportunités-là avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis, on verra où ça nous mène. C'est vrai que là, pour l'instant, on avance, on ne sait pas encore vers où, vers quoi. Et au final, on a hâte de le découvrir. Ça fait aussi partie de la beauté de la chose. C'est qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Et c'est aussi très, très excitant de ne pas savoir où on va parfois. C'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à accepter, parce que c'est vrai que j'aime bien être parfaitement dans le contrôle de ce qui se passe, mais c'est aussi quelque chose de très positif d'avancer et de créer au fur et à mesure et de réfléchir, et on a beaucoup de discussions avec justement les gens qui aujourd'hui constituent Forum. Toutes les semaines, c'est des échanges constants, c'est des réflexions constantes sur qu'est-ce qu'on a envie de faire de cette initiative, pourquoi créer une initiative citoyenne de plus. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de gens en France qui ont envie de s'engager, qui ont envie de faire des choses bien, de toucher des gens, de redonner envie aux gens de s'investir dans la politique. Qu'est-ce qui fait que nous, qui sortons au final un peu de nulle part, de là où on vient, de partout d'ailleurs, voilà, qu'est-ce qui fait que nous, au final, on a cette légitimité-là, on est intéressant, on a quelque chose à apporter en plus au débat national? En fait, tu dis qu'il y en a beaucoup, mais à mon sens, il n'y en a pas assez, parce qu'il faut vraiment toucher tout le monde. Et donc, en fait, tu t'es rendu compte de ça, que la politique, c'était souvent mal perçu. Tu as fait pas mal d'initiatives, enfin, tu as fait des actions envers du public, dans l'éducation, ou dans même la culture. Donc, tu as vu, même si tu es jeune, tu t'en es rendu compte. Enfin, tu t'es rendu compte de choses que tu te dis, il faut discuter. Et tu vois qu'il y a plein de sujets. Et donc, avec les personnes avec qui tu fais partie de ce forum maintenant. D'ailleurs, je profite pour dire qu'on mettra sur le site de Cause Commune à la page de l'émission les coordonnées pour, comme tu dis, c'est un appel aussi pour qu'ils puissent vous trouver. Et alors, donc
donc, comme dit Frédéric, on a envie de poser la question, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez commencé à dessiner des projets précis? Est-ce que, c'est un projet qui démarre. Enfin, Forum, c'est quelque chose, c'est une plateforme, un think tank qui démarre. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà quelques idées de projets ou depuis quand vous avez vraiment démarré ça et quelles idées de projet vous auriez? Alors, l'idée et les premières ébauches datent du printemps dernier. On a vraiment commencé à travailler dessus sérieusement à l'automne. Et en termes de projets concrets, pour l'instant, on a des idées qui restent à ce stade-là, qui n'ont pas vocation d'évoluer dans les mois qui arrivent, pour la simple et bonne raison que, comme on est encore en phase de construction, d'élaboration de la plateforme, de la chose, on veut prendre le temps de le faire bien. Okay. On veut avoir des bases solides, parce que c'est dans cette construction-là, c'est dans ces étapes préliminaires-là qu'on va trouver notre légitimité pour ensuite agir et faire. Donc là, même si aujourd'hui, moi, je pourrais vous parler de plein de projets, de plein de choses que j'ai envie de faire, aujourd'hui, c'est pas encore une question qui se pose. La question qui nous occupe vraiment beaucoup aujourd'hui, c'est quelles valeurs on a envie de transmettre, qu'est-ce qu'on a envie de construire comme identité, comment on veut se représenter, comment on veut communiquer, comment on réussit à amener des gens aussi dans cette aventure. Et voilà, donc là, on est en train de rédiger quelques chartes fondatrices, justement autour de ces valeurs. On va peut-être bientôt... On n'a pas encore de deadline, de date limite, tout ça, mais commencer à réfléchir aussi à l'aspect légal. Pour l'instant, on s'est dit Think and Do Tank parce que c'est une appellation qui existe, donc ça veut dire que légalement, il y a des procédures qui y correspondent. Voilà, comment on s'enregistre en préfecture, c'est une question toute bête, mais qu'est-ce qu'on est d'un point de vue légal, tout simplement? Ça, c'est une question à laquelle on est aussi en train de réfléchir, à laquelle on va progressivement répondre. Et puis, on avait comme idée de faire, de créer, de s'appuyer sur un espèce de sondage fondateur. Parce que la question qui nous taraude le plus, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire un monde politique meilleur? Qu'est-ce que ça voudrait dire un monde politique idéal? Il n'y a pas qu'une réponse, il n'y a pas de réponse simple, je ne sais même pas s'il y a une réponse, mais on a envie d'entendre les vôtres. Et donc, voilà, c'est le sujet le plus brûlant pour nous aujourd'hui, c'est celui sur lequel on va se pencher, et c'est celui qui va certainement nous faire nous arracher beaucoup de cheveux, mais voilà, c'est le projet le plus récent qu'on va mettre en place. Alors, Frédéric qui dit déjà foutre dehors les vieux politiques masculins. D'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'ai oublié de te poser. Dans les concours d'éloquence, est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes? C'est difficile à évaluer, surtout parce que moi j'ai l'essence de Sciences Po où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes à Sciences Po dans la population étudiante. Mais pourtant, dans les concours d'éloquence, on a tendance à avoir des proportions assez inverses. C'est vrai qu'on a beaucoup de garçons qui participent au concours d'éloquence. De temps en temps, il y a toujours des femmes qui prennent la parole. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'hésitation de ce côté-là. Encore plus quand on sort de Sciences Po, parce que tous les étudiants de Sciences Po sont volontaires, sont engagés, sont capables d'oser, au final. Ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est un réel sujet. À Sciences Polémiques, on a une branche qui s'appelle l'oratrice. Et c'est justement des étudiantes qui créent des formations dédiées aux femmes, à la prise de parole pour les femmes. Moi, j'ai suivi un cycle de formation de l'oratrice. Et c'est au final
un contenu qui est très similaire à celui qu'on fait dans toutes nos autres formations. Simplement, on est entre femmes et donc il y a moins de tabous. On se soutient beaucoup plus facilement, on s'encourage beaucoup plus facilement, on ose beaucoup plus facilement. Et on prend la parole aussi beaucoup plus facilement. Donc c'est un premier tremplin. C'est un premier tremplin, c'est sûr. Après, je sais pas si Sciences Po est l'endroit le plus représentatif de cette problématique-là. Bien entendu, à une certaine échelle, c'est le cas. Mais c'est vrai que, mine de rien, à Sciences Po, les femmes n'ont pas peur de prendre la parole. Même si ça nous arrive, bien évidemment. Oui. Après, c'est pas forcément... La question, c'est pas forcément est-ce qu'on prend la parole, c'est aussi comment on prend la parole. J'avais vu passer sur les réseaux sociaux le terme de womansplaining. C'est dérivé, bien entendu, du terme de mansplaining qu'on connaît très bien. Okay. Le terme de womansplaining, c'est l'inverse. C'est cette idée que quand une femme va essayer d'expliquer quoi que ce soit sur lequel elle a une certaine expertise, elle va y mettre beaucoup de précautions. C'est dire, alors je suis pas sûre, peut-être que je me trompe, je veux pas vous interrompre. Plein de petites phrases parasites qui, au final, vont diminuer sa propre crédibilité. Oui, tout à fait, dévaloriser son intervention. C'est ça. Alors, on entend la musique de générique par Schmalz et donc j'ai eu des commentaires sur le chat qui vont clôturer cette émission. Merci beaucoup, Jeanne Perrien. Donc, ma cousine qui dit qu'elle a une très jolie voix à l'antenne. Merci beaucoup. Et Frédéric qui dit « Avec des jeunes tels que Jeanne, le monde n'est peut-être pas foutu. » Oui. Ça me rassure. Merci, ça me fait très plaisir. Un grand merci pour ta participation à l'émission. Merci à toi, Julie, de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici. Alors, Chemin de Traverse, ce soir se termine. C'est en direct donc tous les mercredis soirs à 22h et l'émission du jour a été réalisée par Frédéric. Et mercredi prochain, le 22 janvier à 22h, l'émission sera animée par Mehdi et son invité sera Julien Jiquel, qui est secrétaire général adjoint CGT Infocom. Nous espérons que cette émission vous a touché et je pense que c'est le cas. Alors partagez-la avec des personnes que vous aimez. Nous remercions nos auditeurs pour leur participation ce soir et nos auditrices. Vous pouvez vous abonner au podcast et à la lettre d'actu de l'émission. Toutes les infos sont sur le site de Cause Commune. Donc vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 en FM, en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Alors, une petite annonce, vous souhaitez nous rencontrer ? Eh bien oui, nous souhaitons vous, auditeurs, auditrices, nous souhaitons vous rencontrer aussi. Et Cause Commune ouvre ses portes donc chaque premier vendredi du mois. Vous pouvez venir à 19h30 pour une soirée radio ouverte, mais spécialement la prochaine soirée ouverte, aura lieu vendredi 7 février. Vendredi 7 février, le premier vendredi du mois de février. L'adresse du studio est le 22 rue Bernard Dimet à Paris dans le 18e arrondissement. Et lors de cette prochaine soirée du 7 février, il y aura une émission spéciale consacrée aux coulisses de la radio. Nous aimerions vous entendre, vous, auditrices et auditeurs. Osez venir à la radio et venez oser parler de ce que vous avez envie de la radio, de ce que vous avez envie d'entendre à Chemin de Traverse. Qu'est-ce qui vous plaît dans les émissions ? Quelles sont vos attentes ? Alors contactez-nous si vous ne pouvez pas venir au 22 rue Bernard Dimet. Vous pouvez aussi intervenir à distance. Donc allez sur causecommune.fm, vous aurez le numéro de téléphone pour nous appeler en direct ce soir-là, ou vous allez sur causecommune.fm et vous nous envoyez un petit message pour participer le 7 février à cette mission des coulisses de la radio pour les auditeurs et les auditrices. On compte sur vous. Donc, merci d'avoir écouté l'émission. Juste après, vous pouvez écouter sur Cause Commune l'émission qui s'appelle Minuit décousu, avec au programme ce soir Grand feu en Californie et au Ghana,
justice environnementale, les étincelles de la révolution, des bâtiments vacants, des arbres et des pompiers, une traversée sonore sur les incendies. C'est juste après. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission, mercredi prochain, le 22 janvier à 22h. Salut et solidarité.